Donc il y a une très grande partie de nos compatriotes qui sont absolument dégoûtés, qui ont le sentiment que leur vote ne sert plus à rien. Alors, ce que je voulais dire en préambule, c'est que c'est effectivement le problème numéro un, c'est la fin de la démocratie. Et je voulais voir avec vous, vous expliquer qu'il s'agit d'abord d'un problème mathématique, avant même d'un problème politique. Alors on va examiner tous ensemble ce problème mathématique. Je vais essayer de vous le présenter d'une façon simple. Ça a été en tout cas validé par les étudiants de Polytechnique. Ensuite, ils n'ont pas bronché, au contraire, ils ont trouvé ça intéressant. Quand vous avez un seul État indépendant, si un État est indépendant, sa politique est tout le temps cohérente. C'est-à-dire que vous avez un gouvernement soit de gauche, soit de droite. Il est vrai que dans certains cas, ça dépend des pays, on peut avoir une cohabitation institutionnelle, mais c'est quand même assez rare. Donc quand les Français votent à droite, ils ont un gouvernement de droite, et quand ils votent à gauche, ils ont un gouvernement de gauche. C'est comme ça que ça se passait sous De Gaulle ou sous Mitterrand. Il n'y avait pas de malaise politique. Lorsque les Français ont élu Mitterrand en 81, les gens de droite étaient furieux, les gens de gauche étaient enchantés, mais personne ne disait qu'il n'y avait plus de démocratie en France. Donc la probabilité d'une politique cohérente de droite ou cohérente de gauche, c'est, on va le voir pourquoi ensuite, 1, c'est-à-dire 0,5 à la puissance 0. 50% puissance 0 égale 1, on va voir pourquoi un peu, je ne sais pas si d'entre vous sont mathématiciens. Maintenant, si vous avez deux États que l'on force à adopter une politique commune, par exemple, l'Allemagne et la France, vous avez une première possibilité, c'est qu'il y a en France un gouvernement du Parti socialiste et en Allemagne un gouvernement de la chrétienne démocratie, c'est l'équivalent de l'UMP, la CDU. C'est ce qui se passe par exemple actuellement. Vous avez M. Hollande en France, Mme Merkel en Allemagne. Donc vous avez une incohérence, puisque vous avez un gouvernement de gauche et un gouvernement de droite. Maintenant, vous pouvez avoir une autre formule, c'est le Parti socialiste en France, Parti socialiste en Allemagne. Donc vous allez avoir cette fois-ci une cohérence de gauche. Si on force à avoir la même politique commune entre les deux États. Et puis, vous avez une autre possibilité, c'est l'UMP. Je simplifie à l'extrême, bien entendu. Je simplifie uniquement sur un simple clivage droite-gauche. L'UMP en France, Parti socialiste en Allemagne, incohérence, cette fois-ci droite-gauche. Et puis enfin, UMP en France, CDU en Allemagne, et cette fois-ci, on aura cohérence de mouvement de droite. Ça veut donc dire que sur ces 4 possibilités, eh bien, nous aurons 2 possibilités de cohérence, de politique cohérente au niveau de la fusion de ces deux États, soit une politique de droite, soit une politique de gauche, et 2 incohérents. Ça veut donc dire que la probabilité d'une politique cohérente de droite ou de gauche dans un attelage de 2 États, c'est de 0,5 à la puissance 1, c'est-à-dire 0,5, 50% de chance. Maintenant, si on a 3 États que l'on force à adopter une politique commune, la France, l'Allemagne et l'Espagne, alors là, vous allez avoir des possibilités vont se multiplier. Première possibilité, le Parti socialiste français de droite, la CDU de droite, le Parti socialiste donc de gauche en France, CDU de droite en Allemagne et Partito Popolare, le Parti populaire de droite en Espagne. On aura une incohérence gauche-droite-droite. On peut avoir PS, CDU et le Parti socialiste espagnol. On aura incohérence gauche-droite-gauche. On peut avoir Parti socialiste, SPD et Parti populaire espagnol. On aura incohérence gauche-gauche-droite. On peut avoir Parti socialiste, SPD et Parti socialiste espagnol. Là, on aura cohérence. On aura une cohérence gauche-gauche-gauche. On peut avoir l'UMP en France, la CDU et le Parti populaire, c'est-à-dire droite-droite-droite. Ça sera cohérent. Mais on peut avoir l'UMP, le CDU et le Parti socialiste espagnol, ça sera incohérent, droite-droite-gauche. On peut avoir l'UMP, le SPD et le Parti populaire, ça sera incohérent, droite-gauche-droite. Et enfin, on peut avoir l'UMP, le SPD, le Parti socialiste espagnol, ça sera incohérent, droite-gauche-gauche. Ce qui veut dire que, vous voyez, c'est très intéressant d'un point de vue mathématique. Parce que ça veut dire que là, maintenant, avec 3 États, on a 8 possibilités, et il n'y a plus que 2 sur les 8 de politique cohérente, soit une politique entièrement de droite, soit une politique entièrement de gauche, sinon c'est une politique totalement incohérente. Donc, la probabilité d'une politique cohérente, soit totalement de droite, soit totalement de gauche, dans un attelage de 3 États, est donc de 0,5 au carré. Ça ne fait plus que 0,25, 25 chances sur 100. Alors, je ne vais pas passer toute la journée à faire les choses, mais je vais maintenant basculer en termes théoriques, mathématiques.
termes théoriques, il faut résumer ce passage en termes mathématiques. Ceux qui sont rétifs aux mathématiques me font confiance, les autres dressent l'oreille. En fait, si on a n états, n étant supérieur ou égal à un instant donné, il y a 2 puissance n possibilités pour que les n uplets de gouvernement, en supposant qu'il n'y en a que 2 par état, gauche et droite. C'est la supposition de départ. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué, comme je vais le dire dans un instant. Ça veut donc dire que seuls 2 n uplets permettent une politique cohérente. Le n uplet, g, tout est à gauche, ou bien d, tout est de droite. Donc, puisque les éventualités de politique cohérente et de politique incohérente ne se recoupent pas, la politique est incohérente pour les 2 puissance n moins 2 n uplets restants. Ce qui donc fait une probabilité d'avoir une politique cohérente qui est de 2 divisé par 2 puissance n est égal à 1 si divisé par 2 puissance n moins 1, c'est égal à 0,5 à la puissance n moins 1. On retombe de façon mathématique, un petit peu compliqué peut-être pour certains d'entre nous, en tout cas ça parle aux polytechniciens, on retombe de façon mathématique sur cette règle d'empirique qu'on avait découverte ensemble au cours des 3 premiers exercices, avec 1, 2 et 3 états. Alors, c'est évidemment très important cette petite découverte que je vous propose, parce qu'en première approximation, la probabilité d'avoir une politique cohérente de droite ou de gauche dans un attelage de n états est donc de 0,5 à la puissance n-1. Et encore, hein, on simplifie, oui, à l'extrême, on dit seulement la droite ou seulement la gauche. Donc, c'est un calcul exagérément favorable car il postule implicitement d'abord que les choix sont binaires, droite-gauche. Dans chaque pays, en pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a les écologistes, l'extrême droite, l'extrême gauche, etc. Deuxièmement, ça postule que les gauches et les droites ont des programmes compatibles selon les États, ce qui est totalement faux. La gauche, ou ce qui reste de la gauche française ou la gauche britannique, n'a rien à voir avec, par exemple, la gauche, comment dirais-je, grecque. Donc, ils ne sont pas de même d'accord entre eux. On simplifie, c'est vraiment une vision totalement simplifiée. Et enfin, un autre élément décisif qui vient, comment dirais-je, simplifier mon analyse, c'est qu'on suppose qu'il n'y a pas d'opposition supplémentaire entre les intérêts nationaux, ce qui est archi-faux. Parce que ce qui prime avant toute chose, avant la droite et la gauche, c'est d'abord les intérêts nationaux. La gauche, par exemple, slovaque, n'a pas du tout, la gauche polonaise ou la gauche des pays de l'Est n'a pas du tout les mêmes intérêts que la gauche des pays de l'Ouest européen, par exemple, en matière de lutte contre les délocalisations. Néanmoins, et en restant sur cette grande simplification que je vous propose, on peut quand même en tirer une conclusion qui est assez phénoménale. Pour 6 États, l'Europe des 6, celle que nous avons connue à partir de 1957, eh bien, la probabilité d'une politique cohérente droite-gauche, hein, avec mes simplifications, c'était de 0,5 à la puissance 5, c'est-à-dire 0,031, 3,1%. Ce qui signifie qu'on pouvait avoir une probabilité d'avoir une politique cohérente de 3 ans sur un siècle. Il s'agissait de l'Europe des 6. Mais l'Europe des 27... Pour 27 États, la probabilité d'une politique cohérente, soit entièrement de droite au niveau des 27, soit entièrement de gauche, elle est actuellement de 0,5 à la puissance 26, c'est-à-dire de, excusez-moi, 0,000000014 chances sur 100. C'est-à-dire très exactement une demi-journée tous les 100 000 ans. C'est une dédicace spéciale que je fais à M. Mélenchon qui vous propose une Europe de gauche. Ou à M. Cohn-Bendit qui vous propose une Europe écologique. Ça, j'y reviendrai parce que la probabilité est infinitésimale. C'est évidemment très important à comprendre. Hein. Je vous montre ici que de toute façon, nous serons bientôt au 1er juillet 28 États puisque la Croatie va se joindre à nous. Et donc à ce moment-là, la probabilité d'avoir une politique cohérente, soit entièrement de droite, soit entièrement de gauche, au sein de l'Union européenne, tombera à 0,5 puissance 27, c'est-à-dire 0,000000007 1451 chances sur 100, c'est-à-dire 6h30 minutes tous les 100 000 ans. Les conséquences sont évidemment considérables. Parce qu'au-delà de la mathématique, ça se traduit bien dans la réalité des événements. La conséquence, c'est qu'il est mathématiquement impossible d'avoir une politique cohérente au sein de l'Union européenne. La probabilité est infinitésimale.
Ça veut donc dire que les institutions européennes sont en situation de cohabitation droite-gauche permanente. C'est d'ailleurs le cas en ce moment. Vous voyez actuellement le Conseil européen, c'est-à-dire les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Il y en a 13 qui sont de droite, du Parti populaire européen, Portugal, Espagne, Allemagne, Luxembourg, Pologne, Suède, Finlande, Lettonie, Irlande, Hongrie, Roumanie, Grèce, Malte, et puis n'oublions pas l'île de Chypre qui est un petit peu sur le départ. Et puis nous avons 6 gouvernements de gauche qui sont relatifs au Parti socialiste européen. La France, la Belgique, le Danemark, la Slovaquie et l'Autriche. Et puis nous avons, parce que mon schéma était très simplificateur, j'étais uniquement droite-gauche, sinon ça serait très complexe à vous présenter. C'est déjà pas tout à fait simple. Donc maintenant, vous en avez 2 qui sont des libéraux-démocrates, donc en Estonie et aux Pays-Bas, un petit peu l'équivalent du centre. Vous en avez 2 qui sont du groupe conservateur et réformiste, c'est-à-dire on pourrait appeler ça des souverainistes light, légers. C'est le gouvernement de M. Cameron en Grande-Bretagne et le gouvernement tchèque. Le gouvernement tchèque a refusé d'adopter l'euro et le gouvernement de M. Cameron qui a annoncé un référendum sur la sortie de l'Union européenne. Et puis vous en avez 4 qui sont des partis, comment dirais-je, indépendants. Donc, vous voyez que c'est une illustration exacte de ce que je vous présentais. Au passage, il y a beaucoup moins de chances d'avoir une politique monocolore cohérente au niveau de l'Union européenne que de gagner au gros lot, au loto. Donc ceux qui vous font croire à une autre Europe sont exactement les mêmes arnaqueurs que le loto, qui vous fait croire toutes les semaines que vous allez gagner le gros lot. Donc vous pouvez jouer 40 ans, 50 ans de votre vie. Alors oui, il y a une fois, une personne, on sait qu'il y a quelqu'un qui gagne, mais c'est jamais vous. Parce qu'en réalité, la probabilité était infinitésimale. Mais la probabilité d'avoir au sein de l'Union européenne une seule et même Europe, une Europe sociale, par exemple, elle est nulle. Tous les 10, 6h30, tous les 100 000 ans. Et dans une première approximation. Dans une première approximation, parce que les conséquences de tout ça, c'est qu'il y a cohabitation droite-gauche permanente, indifférente aux élections nationales. Les Français ont voté à gauche, ça n'a rien changé au fait que les autres pays, eux, n'avaient pas voté. Donc il n'y a pas de politique du tout. Ça ne change rien. À Bruxelles, c'est le règne des lobbies qui s'installe, puisque de toute façon, le gouvernement de l'Union européenne, la Commission, est systématiquement mélangé de droite et de gauche. Et lorsque, par exemple, un pays comme la France bascule, si l'on peut appeler ça une bascule, de droite à gauche, au même moment, l'Espagne a basculé de gauche à droite, qu'à quelques mois près. Donc on a face à une espèce de Rubik's Cube insoluble, et qui fait qu'à chaque fois, vous avez une impossibilité d'avoir tous les pays de la même couleur. Encore une fois, à supposer que même s'ils étaient tous à gauche, ils étaient d'accord, ce qui ne serait pas le cas, parce qu'il y a par ailleurs les intérêts nationaux. Mais je simplifie à l'extrême le raisonnement. Donc les élections nationales dans un État en particulier ne peuvent plus rien changer. D'autant plus que les décisions prises par la Commission s'imposent. Et vous savez que tous les choix stratégiques sont décidés par l'Union européenne. C'est très exactement ce que constatent les Français, Ils sont furax parce qu'ils ont voté pour Sarkozy en pensant que Sarkozy allait changer, allait améliorer le système, allait diminuer l'endettement public, etc. Ils se sont aperçus que ça ne changeait rien. Après ça, ils étaient tellement furax contre Sarkozy qu'ils ont voté pour Hollande en disant « avec Hollande, quand même, on va enfin défendre les travailleurs, on va enfin lutter contre les délocalisations ». C'était il y a 10 mois, maintenant, on n'a jamais vu un président de la République sombrer aussi vite dans des abîmes d'impopularité, parce que les Français de gauche se disent, encore une fois, c'était cette petite étude qui a été faite donc sur le terrain, c'est ce que disent les gens. Ils sont furax, mais ils sont furax, on ne leur dit pas pourquoi. Moi, je suis assez volontiers prêt à dédouaner un petit peu M. Sarkozy, M. Hollande. Je les dédouane pas parce qu'ils sont co-responsables, parce qu'ils refusent de dire ce que je vous dis. C'est donc qu'ils sont complices de cette situation, de ce théâtre d'ombre qui a été transformé, dans quoi on a transformé la démocratie. Mais en gros, c'est fondamentalement parce qu'ils appartiennent et ils soutiennent un système qui, de toute façon, vide de sens les élections nationales.
Donc du coup, oui, ben, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les électeurs réalisent progressivement, élection après élection, qu'il ne sert plus à rien de voter à droite ou de voter à gauche, car cela ne change rien à la politique subie qui est justement imposée par les institutions européennes. Du coup, l'abstention ne fait que grimper élection après élection. C'est exactement ce que l'on observe d'ailleurs. Ça, c'est le pourcentage des élections, de l'abstention aux élections européennes en France. Aux premières élections, en 1979, il y avait 42,5% d'abstention, ce qui était déjà considérable. On montre que déjà, à l'époque, beaucoup de Français s'en désintéressaient. Ils ne comprennent pas d'ailleurs ce qui se passe au Parlement européen. D'ailleurs, c'est vrai qu'ils ont des excuses, pas de comprendre, puisque, comme je l'explique souvent, nous avons affaire, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une dictature qui s'impose par l'ennui et la complexité. D'ailleurs, quand vous êtes autour de vous, si vous parlez à des amis, la famille, ah, vous dites, oh, tiens, je vais te parler un truc, tu sais, j'ai appris, là, j'ai écouté une conférence d'un type, là, il parle de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui interdit les... Oh là, ouais, tu me prends la tête, là, qu'est-ce que c'est que ça? Non, moi, c'est compliqué, là. Les gens ne veulent pas. Nous avons donc l'affaire, c'est vraiment très intéressant, hein, je le disais déjà hier soir, ça renvoie Staline, Hitler, tous les grands dictateurs du monde au rang d'amateurs. On a pour la première fois une dictature qui s'impose par l'ennui et la complexité. C'est tellement compliqué, c'est tellement emmerdant que les gens ne veulent pas en entendre parler. Voilà. Alors ça, c'était l'évolution donc de l'abstention. Il est intéressant de le croiser avec l'évolution du pourcentage de députés français parmi les députés au Parlement européen. Et vous voyez que le nombre de députés, le pourcentage de députés français a diminué au fur et à mesure des élargissements. En 1979, il y avait encore à peu près un député au Parlement européen sur 5 qui était français. C'était avant tous les élargissements. Maintenant, on est tombé à moins de 10 en 2009 avec les élargissements aux 10 pays de l'Est en 2005, puis à la Roumanie et à la Bulgarie en 2007. Donc, vous voyez, la courbe entre les deux est intéressante d'un point de vue. Elles sont en miroir. Ça montre que plus la France est diluée dans cette tour de Babel incompréhensible, et plus les Français se désintéressent de ce qui s'y passe. Plus le temps passe, plus l'Europe s'élargit, plus les Français s'en désintéressent. À ce rythme, vous avez ici une droite de régression linéaire, c'est un peu mathématique, ma conférence aujourd'hui. Eh bien, à ce rythme, l'abstention devrait mathématiquement atteindre 100% dans 63 ans. C'est-à-dire qu'aux élections de 2074, il n'y aurait plus une seule personne qui irait voter. Ça ne se passera évidemment pas comme ça, puisqu'il y a un proverbe qui s'applique, vous savez, en termes boursiers. On dit les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Ça s'applique également en termes de politique, en termes d'histoire. Voilà. Il y aura forcément, on lit dans ces évolutions, il y aura forcément une rupture quelque part. On ne peut pas avoir en 2074 des élections continentales où plus personne ne va voter. Alors, ce que je vous montrais, c'était des élections européennes, mais le syndrome se répand maintenant à toutes les élections. J'ai pris ici les élections cantonales. C'est l'antithèse même des élections européennes. C'est l'élection de proximité par excellence avec les municipales. C'est son conseiller général, c'est par canton. C'est vraiment la France rurale. Eh bien, c'était des élections qui étaient absolument insubmersibles au phénomène de l'abstention, puisqu'on voit que de 1976 jusqu'à 2008, vous savez que c'est des élections qui ont lieu tous les 3 ans, une moitié de la France puis l'autre, eh bien, on avait une abstention qui était aux alentours de 30 à 35% des voix. C'est-à-dire que c'était vraiment très régulier. Il n'y avait eu qu'une seule exception, c'était en 1988, où il y avait eu 50,9% d'abstention, parce que c'était une année tout à fait particulière, où les Français avaient été convoqués aux urnes constamment. Ils avaient dû voter premier tour d'élection présidentielle de 1988, vous vous rappelez certainement, où Mitterrand a fini par être réélu, deuxième tour de l'élection présidentielle de 1988, premier tour de l'élection législative de 1988, deuxième tour de l'élection législative de 1988, puis il y a eu en plus de ça, pour couronner le tout, le référendum sur la Nouvelle-Calédonie. Donc du coup, les Français ne voulaient plus aller voter. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant on évite d'avoir trop de scrutins nationaux la même année. Donc si on enlève cette pique, vous voyez que c'était en gros très très linéaire, et puis on a eu ce phénomène inouï de 2011, qui a laissé pantois les spécialistes politiques, c'est que d'un seul coup, on a eu 56% d'abstention aux élections cantonales. C'est du jamais vu depuis la Révolution française, dans les élections cantonales. Donc ça veut dire que même maintenant, cette élection qui est quand même très proche du peuple, eh bien, désormais, les gens ne veulent plus aller voter, les gens sont dégoûtés de la politique.
La conséquence également, et ça c'est une dédicace spéciale à tous les groupes, tous les partis politiques français qui vous promettent une autre Europe. Parce que nous, notre spécialité, quand j'ai créé ce mouvement, c'est que je me suis laissé balader par des autres mouvements politiques que j'y avais cru. Un jour, je me suis dit, mais enfin, bon, ça va, cette histoire d'autre Europe, faut quand même arrêter. C'est vraiment une plaisanterie. Ça fait quand même maintenant des décennies qu'on nous promet une autre Europe. Donc, toute possibilité de bâtir une autre Europe est vouée à l'échec. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait une unanimité des 27 gouvernements pour y parvenir. Il faut donc qu'il y ait les 27 gouvernements qui soient d'accord. Alors, à ce propos, c'est ce qui explique qu'on a vu que c'était la probabilité que 27 gouvernements soient d'accord. On l'a vu avec en supposant que ce soit un rôle de 1 sur 2, ça veut dire qu'on aurait une probabilité, quand on sera 28, de 6h30 minutes tous les 100 000 ans. Vous l'avez vu. Alors c'est ça qui vous explique, par exemple, le Parti socialiste en 1979 a fait la campagne pour les élections européennes avec le titre « Changer l'Europe, vivre au pays ». Et puis en 2009, 30 ans après, sa campagne c'était « changerl'Europe.fr ». La seule différence qui s'était passée entre les deux, c'est l'invention d'Internet. Mais ça veut dire que le Parti socialiste a quand même eu le culot de faire le même slogan à 30 ans d'intervalle. Naturellement, d'ailleurs, on peut être à peu près certain que l'année prochaine, si tout va bien, on va nous promettre encore de changer l'Europe. Ça fait maintenant... En fait, d'ailleurs, lors du traité de Rome de 1957, on a, vous trouverez sur Internet, un texte tout à fait intéressant de Pierre Mendès France, qui était donc socialiste, qui d'ailleurs était très réservé sur la construction européenne et qui proposait une autre Europe. Il y a 56 ans. Alors, on a une illustration de ce phénomène, c'est que, si vous voulez, par exemple, une Europe écologique, ou bien une Europe d'extrême droite, une Europe des, je sais pas quoi, vision Le Pen, ou bien une Europe vision extrême gauche, l'Europe des travailleurs que promettait Madame Laguiller. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a appelé les Français à ne pas voter non au traité de Maastricht. Si les Français ont l'euro, c'est finalement grâce à Madame Laguiller, parce qu'elle représentait 5% des voix. Et sinon, on est en train de démolir un à un tous les acquis sociaux des Français pour sauver l'euro, prétendument. C'est finalement à Madame Laguiller qu'on le doit, puisqu'elle avait le pouvoir de faire échouer ça. Si le Lutte ouvrière, en 1992, avait appelé les Français à voter non, le non l'emportait largement. Elle représentait 5%, elle a appelé l'abstention, le oui a emporté à 51%, vous le savez. Alors donc, j'imagine qu'un courant de pensée ayant 15% de chances de parvenir au pouvoir en moyenne dans chaque pays d'Europe, par exemple l'extrême gauche, vous voyez que je suis quand même très généreux. Penser que l'extrême gauche a 15% de probabilité d'arriver au pouvoir en France, c'est quand même très généreux. Penser que les écologistes ont 15% de chances d'arriver au pouvoir en France, c'est très généreux. C'est pas la même chose que les statistiques, que le nombre de voix obtenues. 15% de chance, ça voudrait dire qu'une fois toutes les 7 élections, ils peuvent y parvenir. Pour le Front National, ça fait 40 ans que ce parti existe, il n'est jamais parvenu à quoi que ce soit. Pareil pour les écologistes. Pareil pour le Parti communiste, qui a été créé en 1920 et qui, bientôt un siècle après, n'est jamais parvenu au pouvoir. Mais je suppose, pour être gentil, qu'il y a 15% de probabilité. Eh bien, on a, selon le même raisonnement de tout à l'heure, la probabilité d'avoir une politique uniforme des 27 qui est nécessaire pour changer l'Europe, pour avoir justement un traité qui serait un traité d'une Europe des travailleurs ou un traité d'une Europe écologique. Eh bien, c'est le même raisonnement que tout à l'heure, sauf que tout à l'heure, j'étais parti sur la base de 50% de chance d'avoir un gouvernement de droite, 50% de chance d'avoir un gouvernement de gauche. Cette fois-ci, je parle 15% de chance. Donc, pour 27 États de l'Europe élargie depuis 2007, la probabilité d'avoir une politique cohérente, écologiste, la probabilité d'avoir une Europe écolo, ou d'avoir une Europe d'extrême gauche, une Europe des travailleurs, c'est actuellement, avec cette approximation mathématique, c'est de 0,15 à la puissance 26. C'est-à-dire 3,79 10 puissance moins 22. C'est-à-dire 0,00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 0
millions d'années. 1 milliard, 2 milliards d'années.
c'est quand même là-dessus c'est là-dessus que repose la manipulation de gens comme M. José Bové, M. Cohn-Bendit, qui vous ont appelé à voter oui, et à voter pour les listes E et LV pour une Europe écologique. Le résultat, c'est quoi? C'est que M. José Bové, il est député européen. Il est d'ailleurs vice-président de la commission agriculture. Il a donc une rémunération tout à fait confortable, que j'explique dans une autre conférence qui s'appelle «L'Europe, c'est la paye». On peut dire peut-être, je sais pas, allez, en gros 15 000 € par mois. Il doit avoir une voiture, sans doute. Je ne sais pas, il faudrait lui demander. Monsieur Bové, est-ce que vous avez une voiture? Je ne sais pas. Avec chauffeur, on ne sait pas, peut-être. Bon. Et puis, il a de l'argent pour ses collaborateurs. Mais jamais l'Europe n'a imposé autant d'OGM. Il ne sert à rien. Il ne sert pas exactement à rien. Il sert à faire croire aux Français qu'ils vont gagner le gros lot. Et ils ont la probabilité de le gagner pendant 1,2 seconde tous les trillions d'années. C'est tous les milliards de milliards d'années. Et ça va recommencer en 2014. Hein. On va encore avoir les écolos qui vont dire votez pour nous pour avoir une Europe écologique. On va encore avoir M. Le Pen qui, paraît-il, va annoncer qu'il va se présenter. Ça fait déjà 30 ans de mandat, hein, M. Le Pen. 30 ans depuis 1984. En valeur cumulée, j'avais fait un calcul, elle a dû se ramasser à peu près 5 à 6 millions d'euros. Et donc M. Le Pen va être de nouveau candidat pour une Europe des patries, etc. Et puis vous avez l'extrême gauche qui va vous proposer d'être l'Europe des travailleurs. Voilà. Voilà comment ça marche. Alors que ce qu'il faudrait, c'est évidemment, enfin c'est en tout cas ce que nous disons. Nous disons c'est un piège à con. Tout a été fait. C'est une illustration mathématique de ce que je présente sous une autre forme dans mes conférences, qui est un proverbe chinois, enfin c'est un stratagème chinois, qui s'appelle le stratagème des chaînes. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de possibilité d'autre Europe, c'est impossible. Si l'Europe est comme elle est, c'est parce qu'elle a la résultante d'intérêts nationaux totalement contradictoires et qu'elle est pilotée en sous-main par une grande puissance qui a imposé qu'elle puisse se développer, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique. Et maintenant, vous ne pouvez rien changer à rien. D'ailleurs, les événements ne cessent de me confirmer, de confirmer mon analyse. M. Hollande s'est bien fait élire, voici moins d'1 an, en disant qu'il allait refaire le TSCG, qu'il allait le renégocier. Il n'a rien renégocié du tout. Il a fait un bras d'honneur à ses électeurs. C'est comme ça que ça se passe chez McDonald's. Les conséquences ultimes, eh bien, c'est que construire l'Europe, si vous vous mettez maintenant du côté des européistes, ceux qui justement ont les mandats extrêmement rémunérateurs, ils ont l'argent, le pouvoir, l'accès aux médias, et en plus, ils peuvent, quelqu'un comme moi, le badrer, l'interdire d'antenne, le pestiférer d'antenne, et en plus de ça, ils peuvent se prévaloir d'être des gens extraordinairement moraux, alors que je serais, paraît-il, une espèce d'affreux jojo. En réalité, construire l'Europe implique pour les dirigeants européistes de prendre l'habitude de ne plus tenir aucun compte de la volonté réelle des peuples. Ils ne le peuvent pas, c'est la tour de Babel systématique. On ne peut pas même pas reprocher aux européistes d'être finalement contre les peuples, puisqu'ils peuvent toujours s'appuyer sur un peuple contre l'autre. Les intérêts, par exemple, à Chypre ou en Grèce, les intérêts des Chypriotes ou des Grecs sont exactement opposés aux intérêts des Allemands, des Finlandais, des Néerlandais et des Luxembourgeois. Donc tout ceci nous mène à quoi? Eh bien, nous mène à cette illustration de cette citation de M. Padoa-Schioppa que je cite presque à toutes mes conférences. Ce monsieur est décédé, il est mort en 2008, je crois. Il était italien, il avait été ce que les Américains appellent un insider, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît inside, l'intérieur, qui connaît les choses de l'intérieur, là où on ne se raconte pas des salades. Donc M. Padoa-Schioppa, il était le président du think tank Notre Europe, qui a été créé par Jacques Delors, le président fondateur, et Pascal Lamy, qui est le président d'honneur. Il a été évidemment diplômé de institutions américaines, du Massachusetts Institute of Technology, du MIT de Harvard. Il est l'ancien président du comité directeur du Fonds monétaire international. Il a été ministre de l'économie et des finances italien de 2006 à 2008. Il a été membre du directoire de la Banque centrale européenne. Enfin bref, c'est pas un ignorant. C'est pas un battleur. Ça n'est pas un humoriste. Ça n'est pas
des propos de comptoir. C'est d'autant moins des propos de comptoir que je vais vous rapporter qu'il les a écrits dans un article qui s'appelait Les enseignements de l'aventure européenne, article qui est apparu dans une revue française de grande qualité qui s'appelle Commentaire, dans son numéro 87 de l'automne 99. Et qu'est-ce qu'il a dit, monsieur Padoa-Schioppa ? Il a dit la construction européenne est une révolution, mais les révolutionnaires, même si les révolutionnaires ne sont pas des conspirateurs blêmes et maigres, mais des employés, des fonctionnaires, des banquiers et des professeurs. C'est quand même extraordinaire. Une révolution de banquiers. C'est pas moi qui le dis, hein. Vous savez, vous me connaissez, enfin ceux qui ne me le connaissent pas le découvrent. Je suis trop prudent et j'ai trop, de déontologie professionnelle acquise pour ne jamais avancer quoi que ce soit sans que je puisse vous présenter la source. Donc il ne s'agit pas, encore une fois, d'un Olybrius, il s'agit de quelqu'un qui a été tout à fait dans les allées du pouvoir européiste, qui a été ministre, qui a été au FMI, à la Banque Centrale Européenne, au directoire de la Banque Centrale Européenne, et qui écrit dans une des grandes revues françaises de qualité, qui s'appelle Commentaire, une revue trimestrielle. Et c'est donc lui qui nous explique que la construction européenne est une révolution faite par des banquiers. Et il continue en disant « L'Europe ne procède pas d'un mouvement démocratique, elle s'est faite suivant une méthode que l'on pourrait définir du terme de despotisme éclairé. » Donc le despotisme éclairé, je le rappelle à chaque fois, ça fait allusion à cette période de l'histoire de l'Europe, au XVIIIe siècle, où il y avait donc essentiellement deux autocrates. D'une part, l'autocrate de toutes les Russies, c'est-à-dire la grande Catherine de Russie, qui avait en gros estourbi son beau-père le tsar, puis son mari le tsar pour devenir tsarine à la place des autres. Et puis deuxièmement, Frédéric II de Prusse, qui étaient des tyrans dans leur propre pays, qui ne toléraient pas la moindre contestation, rien du tout, mais qui prétendaient faire le bien de leur peuple et qui donc conversaient et échangeaient des lettres avec Voltaire, avec Diderot, avec les philosophes français des Lumières. Et donc on les appelait des despotes éclairés. Remarquez bien d'ailleurs que tous les tyrans de toute l'histoire de l'humanité à toutes les époques de l'histoire ont toujours prétendu faire le bien de leur peuple. Ça n'est pas nouveau. Donc en réalité, ce monsieur Padoa-Schioppa nous explique que le traité sur l'Union européenne, en réalité, doit être réinterprété. L'article 1 bis précise que l'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté et de démocratie. Et en réalité, eh bien, un insider nous dit non, c'est en fait du despotisme éclairé. Et ce despotisme éclairé, il est l'illustration de cette analyse mathématique du 2 divisé par 2 puissance n-1 dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire 0,5 à la puissance n-1, la probabilité d'avoir une politique cohérente droite ou gauche au niveau de l'Union européenne. Et la probabilité d'une autre Europe, je vous le rappelle, étant de 1,2 secondes tous les trillions d'années. Donc quand on est face à ça, pour faire avancer le schmilblick, eh bien, donc une petite oligarchie a pris le pouvoir, puisqu'elle considère que sinon, rien ne se passe, et elle a raison, rien ne se passera, c'est un blocage systématique. Voilà. Alors le résultat de tout ça, eh bien, c'est que évidemment les peuples sont furieux parce qu'ils se rendent compte quand même qu'il se passe quelque chose, et donc les Français se détournent petit à petit de la construction européenne. Je rappelle qu'on a demandé aux Français seulement à 4 reprises ce qu'ils en pensaient. On ne leur a jamais demandé s'ils étaient d'accord. Jamais. On n'a jamais demandé aux Français « Êtes-vous d'accord pour faire disparaître la France ?» Jamais. En 1957, ils ont appris au petit déjeuner, ils avaient élu des députés, on était sous Félix Gaillard, Premier ministre de la 4e République, président du Conseil, comme on disait à l'époque, ils avaient élu des députés, de droite ou gauche, bon. Et puis, un jour, ils ont pris leur petit déjeuner, ils ont dit « Ah tiens, il y a eu un traité qui a été signé à Rome. » Bon. Donc, alors, j'ai demandé leur avis. C'est les députés, après, qui ont ratifié sans qu'ils aient été élus pour cela. Bon. Et puis, l'affaire a été ratifiée. Donc, ensuite, on a demandé aux Français seulement, je parle que des Français, le cas est général, hein, c'est partout pareil. Pour les Français, on leur a demandé leur avis à 3 reprises, en 1972, en 1992, en 2005. En 1972, on leur a demandé est-ce que vous êtes d'accord pour que la Grande-Bretagne, le Danemark et l'Irlande entrent dans le marché commun. Il y avait la Norvège également, mais la Norvège ensuite a dit non. Bon.
À l'époque, le Parti socialiste a appelé à s'abstenir. Il y a eu une très forte abstention, enfin une très forte, il y a eu 34% d'abstention, ce qui était beaucoup pour l'époque, en 1972. Et en fait, il y a eu 31% des Français qui ont voté non. Mais s'il y avait une majorité de Français qui avaient voté non, on restait dans le marché commun. On n'a pas demandé aux Français, est-ce que vous êtes d'accord pour sortir du truc? Est-ce que vous êtes d'accord pour faire disparaître la France dans un ensemble continental? Jamais. En 1992, rebelote, cette fois-ci, on leur a demandé, est-ce que vous êtes d'accord pour avoir une monnaie commune européenne? Certains appellent ça une monnaie unique, mais en fait c'est une monnaie commune, européenne, et éventuellement aussi avoir une politique étrangère de sécurité et de défense, enfin de sécurité commune, c'était le deuxième pilier, puis une justice, enfin bon. Et à cette occasion, il y a eu 49% de Français qui ont voté non. Donc c'est passé à un cheveu. Mais on avait bien dit aux Français que s'ils votaient non, ils restaient quand même dans le marché commun précédent. Ensuite, en 2005, on a eu la Constitution européenne. Et là, on a demandé aux Français, est-ce que vous êtes d'accord pour avoir un président du Conseil de l'Union européenne, une ministre des Affaires étrangères pour parler d'une seule voix, genre de faribole, et avoir une Constitution. Cette fois-ci, les Français ont voté non à 54,7%. Et ben, non seulement ils sont restés dans le système existant, mais on leur a quand même imposé ce à quoi ils avaient dit non. Alors ensuite, maintenant, aux dernières nouvelles, c'est un sondage IFOP. Le pas entre les années n'est pas identique. Hein. Faites attention, c'est un graphique qui n'est pas... C'est un peu bricolé parce que il y a 20 ans entre les 20 premières années, puis ensuite 13 ans et ensuite 7 ans. Et ça n'est pas homogène puisque dans les 3 premiers cas, c'est un vote. Dans le dernier cas, c'est un sondage IFOP qui a été fait à la fin de l'année dernière qui disait que ça ne vaut que ce que ça vaut, ça n'est qu'un sondage, que si on réinterrogeait les Français sur Maastricht, il y en aurait 64% des Français qui voteraient non. D'ailleurs, au passage, qu'est-ce que c'est que faire la politique? Qu'est-ce que c'est qu'un homme politique responsable? C'est quelqu'un qui vérifie à tout instant si le peuple est d'accord. Rappelez-vous que De Gaulle, rien ne le forçait à démissionner en 1969, lorsque le référendum du 30 avril a envoyé 53% de non. Mais De Gaulle avait une tellement haute idée de la fonction qu'il avait créée de président de la République, à laquelle était attaché beaucoup de pouvoir, mais pour le général, ce pouvoir n'était légitime qu'à la condition qu'il soit sans arrêt soutenu par le peuple français. Et du jour où De Gaulle a constaté qu'il n'avait plus la majorité, il a immédiatement, dans la demi-journée qui a suivi, présenté sa démission. Il a considéré qu'il n'avait plus la légitimité nécessaire pour assurer le pouvoir qui lui était dévolu par la Constitution et qui donnait effectivement un grand pouvoir au président de la République, mais dont la contrepartie, c'était cela. Nous avons affaire maintenant à des véritables escrocs, parce que quand on est face à ça, si nous étions dirigés par des gens honnêtes, ils devraient se dire il y a un petit problème. D'ailleurs, ils le savent qu'il y a un petit problème, même un gros problème. J'en parlais là avec quelques-uns d'entre nos militants qui sont allés voir récemment M. Jean-Marie Cavada, qui explique voilà la crise, c'est une chance pour l'Europe. Le seul et unique discours qui nous est infligé, c'est il faut continuer et accélérer. Ça n'est jamais de la faute de l'Europe, c'est parce qu'il n'y en a pas assez. Il faut plus d'Europe. C'est exactement d'ailleurs ce que disaient les soviétiques. Plus les déconvenus s'accumulaient, les catastrophes lors de la construction du socialisme, et plus on expliquait que ce n'était pas de la faute du socialisme, c'était parce qu'il était mal appliqué et qu'il fallait donc accélérer. Donc on est dans un phénomène de fuite en avant qui témoigne du caractère profondément fascisant de ces gens. Parce que n'importe qui d'honnête intellectuellement et politiquement devrait se dire face à ça, j'ai un problème, il faut que je vérifie quand même auprès des Français s'ils sont d'accord. D'ailleurs, je signale aussi autre chose. Le principe même de la vie, c'est de pouvoir changer la vie. C'est comme ça. Voilà. En gros, quand je présentais cette conférence il y a 2 ans, je disais, moi je ne connais qu'une institution où on fasse un choix à vie, une élection à vie, c'est la papauté. Et j'ai même été démenti par les événements puisque le pape Benoît XVI a renoncé à son pontificat. La première fois depuis Célestin V. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le principe même des élections, c'est que les Français, les peuples ont le droit de changer d'avis. Sinon, une fois qu'on a élu Giscard, on l'aurait toujours. Il n'est pas mort. Et les Français, après l'avoir élu en 74, en 81, l'ont chassé. De même qu'ils ont élu Sarkozy en 2007, qu'ils l'ont chassé en 2012. Donc l'idée même que l'on a fait un traité il y a 20 ans
que ce traité donne des conséquences absolument catastrophiques et qu'on l'on dise aux gens « Ah, mais les Français ont voté, mais les Français, oui, ben, très bien. » Ils ont peut-être le droit de changer d'avis. Ça serait quand même la moindre des choses de vérifier s'ils sont encore d'accord. Or, toutes les statistiques montrent qu'ils ne sont pas d'accord. D'ailleurs, si je voulais en pousser l'analyse encore plus loin, je soulignerais qu'il y a eu que, à l'époque, c'est ce que je vais montrer d'ailleurs juste après, je crois, le soutien réel du peuple français à la construction européenne ne cesse de dégringoler parce que, en 1972, il y avait eu, ça c'est en pourcentage des électeurs inscrits, parce qu'il y a eu beaucoup d'abstention, en pourcentage des électeurs inscrits, en 1972, il y avait eu 36% de oui à l'élargissement. En 1992, à Maastricht, il n'y avait eu que 34% de gens, des électeurs qui étaient allés voter oui. Donc la majorité n'était que toute relative. Et à la Constitution européenne, il n'y a que 30% des Français qui sont allés voter oui. Donc il y avait en 1992 34% des électeurs inscrits qui avaient voté oui, 34,4. Il a dû y avoir à peu près 33,8% des Français qui ont voté non et 34% qui ne sont pas allés voter. C'est ça la vérité. Et si vous prenez tout simplement des courbes des courbes de mortalité, la pyramide des âges, ça c'était il y a 21 ans. Compte tenu des décès qui sont intervenus depuis lors, d'une part, et des naissances qui sont intervenues d'autre part, on est sûr qu'actuellement, il y a moins de 1 Français adulte sur 5, de plus de 18 ans, il y a moins de 1 sur 5 qui a voté oui. En 1992, à Maastricht, parce qu'il y en a un certain nombre qui sont décédés, et il y a environ 21 tranches d'âge nouvelles. Donc nous sommes sur un schéma qui a été voté par une toute petite minorité des électeurs vivants. Et en plus de ça, ceux qui avaient voté oui à l'époque avaient voté oui sur la foi que l'euro apporterait plus de croissance et plus d'emplois. Ils ont été bernés. Ils ont été escroqués. C'est-à-dire que ceux parmi les électeurs français vivants, qui ont voté oui au traité de Maastricht et qui sont contents de ce qu'ils ont voté, on doit être à peu près un Français sur 10 ou sur 15. On est donc face à une réalité politique et sociologique qui est infinitésimale et qui témoigne donc de la suite des événements. C'est la raison numéro 1 de sortir de l'Europe. Si nous voulons que les Français retournent voter parce que leur vote aura de nouveau du sens, c'est-à-dire on leur aura rendu la démocratie, c'est-à-dire que lorsqu'ils voteront à droite, ils auront une politique de droite, et lorsqu'ils voteront à gauche, ils auront une politique de gauche. Alors, il faut que les Français comprennent que la construction européenne rend leurs élections sans aucun effet. Voter à droite ou voter à gauche ne change plus rien. Entre l'Europe et la démocratie, il faut choisir. C'est comme ça. Et je vous l'ai prouvé de façon mathématique. Et je vous ai également prouvé qu'il était mathématiquement impossible d'avoir une autre Europe. Donc il faut choisir. Soit on sort de l'Europe, on retrouve une République française, on est maître de notre avenir collectif. Et d'ailleurs, on noue des relations économiques et internationales avec l'ensemble du monde, comme c'est le cas actuellement. Ne tombez pas dans ce panneau, dont j'y reviendrai à la fin de cette conférence, de ceux qui veulent vous faire croire que si on sortait de l'Europe, ça serait pour aller s'enfermer au Carmel. Se moquer du monde. Bon, la Suisse, qui est un pays qui est à quelques dizaines de mètres d'ici, ne vit pas au Carmel. Bon. Donc ne tombez pas dans ce panneau, mais ne tombez pas non plus dans le panneau de ceux qui vous disent on va changer l'Europe. Je vous ai montré, la probabilité était nulle.